Après les trêves de Noël de 1914, y a-t-il un espoir d'une paix en ce début d'année 1915 ? Avec ce conflit qui, en quelques mois, a fait des centaines de milliers de victimes. Mais on a tous la réponse. Et la guerre de mouvement va faire place à la guerre de position, retranchée dans des réseaux de galeries, creusées, parallèles. La guerre des tranchées. Un front de 800 km entre la mer du Nord et la frontière suisse. Ainsi, ces tranchées vont découvrir une autre guerre, la guerre des rats, avec de nouvelles armes destructrices, qui vont changer le visage de la guerre. Une guerre moderne, industrielle, entraînant une mort moderne, industrielle. L'année 1915 marque un tournant dans la Première Guerre mondiale. Après une année 1914 marquée par des avancées rapides et des plans de bataille ambitieux, le conflit s'enlise dans une guerre de position. Les tranchées s'étendent sur des centaines de kilomètres et les pertes humaines s'accumulent. À Paris, loin des combats, l'année débute avec une application d'une loi signée en juillet 1914, prenant effet le 1er janvier, encore d'actualité. C'est l'impôt sur le revenu. Alexandre Ribot demande le report de l'application de la loi. Mais la baisse des revenus de l'État pendant le conflit et les besoins de financement rendent nécessaire, en 1916, une première application de l'impôt général sur le revenu de 1915. Quant à lui, André Citroën obtient une commande d'1 million d'obus de 75. Il installe ses usines quai de Javel. La guerre peut durer. Et c'est à ce moment que l'on fait appel aux femmes pour pallier le manque de main-d'œuvre dans les usines, pour fabriquer les munitions, des avions ou encore des canons. Celles que l'on appellera les munitionnettes, dont les conditions de travail sont particulièrement difficiles. C'est même souvent un travail à la chaîne, un travail pénible, du fait du poids des obus, produisant 10 000 obus par jour, puis 55 000 obus par jour en 1917. Loin du front ouest, l'Allemagne décide de casser le blocus maritime mis en place dès le début de la guerre par les Alliés. La première bataille de l'Atlantique va commencer, mettant en lice les Unterseeboote, les U-boats comme on les appelle. L'Allemagne va avoir de nouveaux héros, comme Lothar von Arnaud de la Perrière, un descendant d'émigrés français devenu prussien. À son effectif, 194 navires coulés, avec son U-35. Un record jamais égalé, jusqu'à nos jours. Tapis sous la mer, les U-boats ne laissent aucune chance aux navires de commerce. C'est la guerre sous-marine à outrance. Reste en mémoire le Gallia, un paquebot coulé par le U-35 de Lothar von Arnaud de la Perrière, avec 1700 soldats français à bord. 1338 disparaissent dans les flots. Ou le Lusitania, coulé par le U-20, avec ses 2165 passagers et membres d'équipage. Il y eut 1200 victimes du naufrage, dont 94 enfants. En 1915, l'aviation, encore balbutiante, connaît une évolution fulgurante sous l'impulsion de la Première Guerre mondiale. Initialement utilisée pour la reconnaissance, elle devient rapidement une arme à part entière. Les avions sont de plus en plus nombreux, plus rapides et mieux armés. La supériorité aérienne devient un enjeu stratégique majeur. Des missions de bombardement, de chasse et de reconnaissance se multiplient, transformant le ciel en un nouveau champ de bataille. Les pilotes deviennent des héros et les combats aériens font rage. Cette année marque aussi un tournant décisif dans l'histoire de l'aviation, posant les bases de l'aviation militaire moderne. En 1915, Roland Garros marque l'histoire de l'aviation en devenant le premier pilote à abattre un avion ennemi, grâce à une mitrailleuse tirant à travers les pales de son hélice. Malheureusement, son exploit ne dure pas longtemps. Abattu au-dessus des lignes ennemies en avril 1915, il est capturé par les Allemands et n'a pas le temps de brûler son appareil. Son avion, soigneusement examiné, révèle le secret de son armement. Cette découverte va accélérer le développement de la chasse aérienne et bouleverser le cours de la Première Guerre mondiale. L'aviation n'est pas la seule terreur des cieux. Les Zeppelins, ces dirigeables géants, semant aussi la terreur dans le ciel européen.
Utilisés par l'Allemagne pour bombarder des villes en Angleterre et en France, ils incarnent la peur et l'horreur de la guerre moderne. Ces raids aériens, bien que peu précis, sèment la panique parmi les civils. Le premier raid allemand sur Londres fut effectué par le LZ-38 dans la nuit du 19 au 20 janvier. Les 119 bombes lâchées causèrent la mort de 4 personnes et en blessa 16. Sur Paris, il n'y a eu que 2 raids de dirigeables. Au cours du premier effectué de nuit, le 21 mars 1915, 7 projectiles furent jetés. Et lors du second, celui de mars fut le moins meurtrier. Il n'y a eu que 9 blessés. Le second fit beaucoup plus de victimes. On compta 24 tués et 32 blessés. Les Zeppelins sont des cibles difficiles à atteindre. Mais les Alliés développent de nouvelles stratégies pour les abattre. Les Alliés eurent droit à leur revanche le 7 juin. Le Zeppelin s'éleva à une hauteur énorme et prit à toute vitesse la direction de son hangar situé à Gand. Quand il fut au-dessus de cette ville belge, il lui fallut descendre après un échange de coups de feu, de fusils et de mitrailleuses. À un moment, l'aviateur Warneford, qui n'avait cessé de dominer le dirigeable, le bombarda. Les balles incendiaires ne réussirent pas à l'enflammer. Mais la dernière des 4 bombes de 20 livres de Warneford détruisit le dirigeable. Le LZ-37 s'affaissa lourdement sur le sol, où il acheva de se consumer. Tout son équipage périt, et s'étant abattu par malheur sur le Grand Béguina, religieuse et plusieurs autres personnes furent mortellement atteintes. 1915, c'est aussi l'entrée en guerre de l'Italie. Bien qu'alliée de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie depuis 1882, l'Italie choisit de rester neutre lors de la crise de l'été 1914, estimant que le traité de la Triple Alliance renouvelé en 1912 ne l'oblige à intervenir qu'en cas d'agression contre l'un de ses alliés. Ce qui, à l'évidence, n'est pas le cas, puisque ce sont ces 2 alliés qui ont déclaré la guerre. Afin de rallier l'Italie à sa cause, la Triple Entente lui propose un accord secret, le Pacte de Londres. Ce traité promet à l'Italie d'importants territoires en échange de son entrée en guerre aux côtés des Alliés. Ces promesses territoriales, qui allaient bien au-delà des revendications irrédentistes, suscitent de vives tensions au sein du gouvernement italien et dans l'opposition publique. De l'autre côté des Alpes, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne voient l'entrée en guerre de l'Italie comme un coup de poignard dans le dos. Un instituteur devenu journaliste s'engage volontairement comme simple soldat. Un certain Benito Mussolini. Il sera grièvement blessé et réformé en 1917. Ainsi, cette entrée en guerre de l'Italie a eu des conséquences considérables. Un front italien meurtrier. Le front italien, marqué par des batailles sanglantes dans les Alpes et sur le plateau d'Isonzo, fut l'un des plus meurtriers de la Première Guerre mondiale. La décision d'entrer en guerre va susciter des divisions internes au sein de la société italienne entre partisans de la guerre et pacifistes. À l'issue de la guerre, les Alliés ne respecteront pas entièrement les termes du Pacte de Londres, ce qui provoquera une grande déception en Italie et contribuera à l'émergence de mouvements nationalistes. L'entrée en guerre de l'Italie soulage les Russes, qui peinaient en Pologne face aux Autrichiens et aux Allemands, qui ont enfoncé les lignes de 500 km sur le territoire russe. Même si les Russes gagnent des batailles contre l'Empire ottoman, comme la bataille de Sarakamis entre décembre 1914 et janvier 1915, faisant des dizaines de milliers de soldats ottomans morts au cours de la bataille, menée par Enver Pacha, lancée près de la ville orientale de Kars, pour libérer les territoires ottomans sous occupation russe. Le principal théâtre d'affrontement entre les Ottomans et les Russes fut le Caucase. Les montagnes escarpées et le climat rigoureux de cette région rendirent les opérations militaires particulièrement difficiles. C'est dans ce contexte de guerre totale, où les affrontements se révélaient particulièrement meurtriers et où les populations civiles étaient souvent prises au piège, qui se déroula un événement d'une gravité sans précédent, le génocide arménien. Le génocide arménien, l'un des premiers génocides du XXe siècle et une période sombre de l'histoire. Il s'est déroulé principalement entre 1915 et 1916, sous le régime des jeunes Turcs, qui gouvernaient alors l'Empire ottoman. Cette période a vu la mort systématique d'environ
1,5 million d'Arméniens, soit 2/3 de la population arménienne de l'Empire. Les massacres ont débuté le 24 avril 1915 avec l'arrestation et l'exécution d'intellectuels arméniens à Constantinople. Par la suite, des déportations massives ont été organisées vers des régions désertiques de l'Empire ottoman, où les Arméniens ont été soumis à des marches de la mort, à la famine, aux maladies et aux massacres. Les méthodes utilisées étaient particulièrement cruelles. Exécutions sommaires, viols, travail forcé et séparation des familles. Les acteurs principaux de ce génocide sont les Jeunes Turcs, un mouvement nationaliste turc qui visait à créer un État turc homogène. Ils considéraient les Arméniens comme une menace pour l'unité de l'Empire et les accusaient de collusion avec les ennemis de l'État, notamment la Russie. La Première Guerre mondiale a fourni le contexte international propice à la mise en œuvre de ce plan génocidaire. Le génocide arménien a été reconnu comme tel par de nombreux pays, mais la Turquie refuse toujours d'utiliser le terme génocide pour qualifier ces événements. Ce déni a longtemps entravé le processus de réconciliation entre les deux peuples et continue d'être une source de tension dans la région. Avec l'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie contre la Russie, coupant ainsi le ravitaillement en munitions, armes, vivres et autres entre la France, l'Angleterre et la Russie, comment conserver ce passage? Envoyer des navires et des hommes procéder à un débarquement sur la presqu'île de Gallipoli pour pouvoir tenir le passage des Dardanelles. L'idée va venir d'un homme, le ministre de la Marine britannique, le premier lord de l'amirauté, un certain Winston Churchill. La bataille des Dardanelles, également connue sous le nom de campagne de Gallipoli, fut l'un des épisodes les plus sanglants et les plus controversés de la Première Guerre mondiale. Les Français vont envoyer 70 000 hommes, commandés par le général Gouraud. Les Britanniques, 300 000, commandés par le général Hamilton, surtout des Australiens et des Néo-Zélandais. Ce que l'on va appeler l'ANZAC, Australian and New Zealand Army Corps. En face, 350 000 Ottomans, commandés par Mustafa Kemal, futur Atatürk, le premier président de la République de Turquie. Les opérations débutent par un bombardement naval, puis un débarquement terrestre sur la péninsule de Gallipoli, le 25 avril 1915. Malgré sa supériorité numérique et technique, les Alliés se heurtent à une résistance farouche des troupes ottomanes, notamment grâce au talent militaire de Mustafa Kemal. Les combats se transforment rapidement en une guerre de position meurtrière, dans des conditions climatiques difficiles. On pensait à une bataille facile et rapide contre les Ottomans, sauf qu'ils sont armés et entraînés par l'Allemagne. La bataille des Dardanelles demeure un épisode marquant et pourtant oublié de la Première Guerre mondiale, souvent considérée comme l'une des plus grandes erreurs stratégiques du conflit, avec 250 000 pertes de chaque côté. Alors que la bataille des Dardanelles s'achève sur un échec cuisant, le front de l'Ouest connaît une nouvelle escalade de la violence et une radicalisation des méthodes de guerre. Le début de 1915 marque un tournant décisif dans la guerre, où les espoirs d'une victoire rapide laissent place à une guerre d'usure et une mobilisation totale des sociétés. Les événements de cette année vont profondément transformer le conflit et jeter les bases d'une guerre totale. 1915 est une année de boue et de sang. Au massacre en mouvement de l'année 1914, où la stupéfaction saisit les soldats, succède une guerre de position. Il n'y a plus de champ de bataille, mais des tranchées séparées par un no man's land, où pousse une nouvelle forme de végétation, le fil barbelé. Le barbelé se mue alors en une redoutable arme psychologique, sorte de fil à linge, sur lequel sèchent pendant des jours les dépouilles de combattants, comme épinglés sur un sinistre tableau de chasse. L'effet sur le moral des hommes est désastreux. C'est souvent la mort sans sépulture pour ceux qui tombent en 1915, c'est-à-dire 380 000 Français, plus de 1000 soldats tués par jour, le double des pertes allemandes. C'est être pulvérisé par un obus, ou enterré vivant, ou encore agonisé, puis mourir dans le no man's land après une offensive avortée. Face à l'horreur des combats, l'espoir d'une victoire rapide s'étiole. Pourtant, les offensives se multiplient,
comme d'autant de tentatives désespérées pour sortir de l'impasse. Le saillant de Saint-Mihiel, véritable symbole de la résistance allemande, devient un enjeu stratégique de premier ordre. Dès 1915, les Français décident de lancer une série d'attaques pour tenter de réduire ce saillant. Sur le saillant de Saint-Mihiel, dans cette tranchée qui a été appelée la tranchée de la soif, les hommes sont restés 60 heures à défendre contre les attaques allemandes. Ils n'avaient ni eau, ni vivres, ni grenades. Les combats qui s'ensuivirent furent d'une violence inouïe. Les soldats français se heurtèrent à des défenses allemandes extrêmement solides, renforcées par des barbelés, des mitrailleuses et des canons. Les attaques répétées se soldèrent par des lourdes pertes humaines, sans résultat significatif. On est dans une tranchée reconstituée, et tu peux voir la différence entre les tranchées allemandes qui sont bétonnées et les tranchées françaises qui sont étayées avec du bois et quelques tôles. Il n'est pas bon d'être français dans les tranchées. La tranchée de la soif est devenue un symbole de l'enfer que pouvaient vivre les soldats pendant la Première Guerre mondiale. L'évocation des souffrances indicibles endurées par les hommes du commandant Dandré en mai 1915. Isolés, bombardés et privés de vivres et d'eau pendant 3 jours, ces soldats ont résisté face à l'ennemi. La soif, omniprésente, a été leur pire ennemi. Malgré leur héroïsme, les hommes du commandant Dandré durent finalement se rendre. Épuisés et déshydratés, ils n'avaient plus d'autre choix. Avant de capituler, leur commandant leur avait lancé ces mots. « N'oubliez jamais la tranchée de la soif ». C'est aussi ici, sur le saillant de Saint-Mihiel, que commencent les premiers renseignements par écoute téléphonique. En mars 1915, le sous-lieutenant Delavis s'aperçoit en écoutant sur une de ces lignes qu'on entend les communications échangées par les Allemands. Les hommes lui disent que ce sont des mélanges et on ne peut pas les éviter. Il examine les lignes et s'assure qu'aucun contact pouvant provoquer un mélange n'est possible. Il va construire une ligne parfaitement isolée des autres et constate qu'on entend les conversations des lignes allemandes. Après les violents combats d'avril 1915, il installe le 3 mai au bois brûlé les premières lignes de captage et les premiers postes d'écoute téléphonique de l'histoire. Les conversations interceptées révèlent la vie dans les tranchées adverses, annoncent les relèves et les tirs de réglage, alertent sur les bombardements d'artillerie ou les attaques allemandes. L'invention de Delavis est généralisée dans toute l'armée française. Il installe, à la demande du commandement, dans la région fortifiée de Verdun, un poste d'écoute au bois des Corps, dont les interceptions sauveront Verdun. Au sud de la tranchée de la soif et de la redoute du bois brûlé, se dresse le village de Marbotte. En t'arrêtant à Marbotte, tu vas pouvoir découvrir une église un petit peu particulière. Marbotte fut le centre de tri des blessés. Cette église est un petit peu particulière, déjà de par sa décoration. Et on va voir pourquoi. Et l'église se transforma très vite en morgue. On y rassembla les corps des soldats avant leur inhumation au cimetière, créé à quelques centaines de mètres de là. Et des milliers de cadavres, ramenés des lignes, ont reposé ici en attendant une sépulture. Sur les dalles qui furent imbibées de leur sang. L'adjudant Péricard écrira « C'est dans cette église que reposaient les cadavres de nos camarades ramenés des lignes en attendant que fussent prêtes leurs tombes. Des milliers de cadavres sont venus ici, tour à tour. » Et la béance, quand il venait faire sa messe, pour ne pas marcher sur les cadavres de nos soldats, il montait et passait par le haut des assises. On les étendait devant le chœur et on les recouvrait d'une toile de tente. Une bénédiction, une prière, une dernière visite des camarades en réserve à l'étang, puis le grand repos. Et on peut voir encore, quand il y a de l'humidité,
des taches qui se forment sur les dalles. Ce sont des taches de sang. Dans la grande nuit, les dalles sont ici imbibées de sang. L'abbé écrira dans son journal « Souvenir d'une messe dans l'église de Marbotte ». Je n'avais pas de servant. L'assistance se composait de 2 prêtres, soldats, étendus dans le sanctuaire, sous un drap mortuaire, et dans la nef. Les cadavres étaient si serrés qu'il m'a fallu, pour aller au chœur, enjamber les bancs. Sur le saillant de Saint-Miel, au bois brûlé, que l'adjudant Péricard du 95e régiment d'infanterie, sentant ces hommes faiblir et ne voyant que des morts et des blessés autour de lui, ranime les courages au cri de « Debout les morts » et repousse la violente contre-attaque allemande. L'église de Marbotte, témoin silencieux des premières années de la Grande Guerre, ne pouvait rester à l'écart des bouleversements qui secouaient le front. À quelques dizaines de kilomètres de là, Vauquois, un autre chapitre s'ouvre. La guerre des tranchées s'enlise. Un seul moyen pour avancer, passer sous les tranchées. La guerre souterraine commençait. On l'a appelée la guerre des mines. Un enfer souterrain. Vauquois, un modeste village du Haut-de-Meuse, est devenu le théâtre d'une guerre souterraine des plus effroyables. À partir de 1915, Français et Allemands s'y livrèrent à une course effrénée pour creuser des galeries toujours plus profondes, dans le but de placer des charges explosives sous les lignes ennemies. Ce petit bout de terre, à l'est de l'Argonne, est considéré par les états-majors des 2 camps comme un observatoire exceptionnel et un verrou stratégique. Vers la gauche, à 25 km, Verdun, et à 27 km, Douaumont. La colline de Vauquois permet à son possesseur de suivre et donc de commander l'axe de circulation, routes et voies ferrées, conduisant à Verdun. Peut-on imaginer des kilomètres de galeries creusées à la main, dans l'obscurité la plus totale, sous des mètres de terre? Les sapeurs, armés de pioches et de pelles, avancent lentement, au risque de s'effondrer ou de croiser des ennemis. Le but, placer des charges explosives gigantesques sous les lignes ennemies pour les faire sauter. Et les chiffres sont vertigineux. 17 km de galeries, 519 explosions, plus de 1000 tonnes d'explosifs et près de 14 000 morts. Chaque explosion était un événement majeur, transformant le paysage en un champ de ruines lunaire. Chaque explosion avalant petit à petit maisons, églises, soldats. C'est un véritable jeu d'échecs mortel qui s'installe. Chaque explosion retentit comme un coup de tonnerre, bouleverse le paysage et fait des dizaines, voire des centaines de victimes. Puis arrive le 14 mai 1916. Une mine allemande de 60 tonnes explose, créant un cratère gigantesque et ensevelissant plus d'une centaine de soldats français. L'horreur de cette guerre immortalisée sur papier depuis les lignes allemandes. Vauquois est aujourd'hui un lieu de mémoire où l'on peut encore voir les traces de cette guerre oubliée. Une terre qui avalait des soldats, qui ne les a pas forcément rendus. L'année 1915 vit une évolution majeure de l'équipement du soldat français. L'uniforme traditionnel, avec son pantalon rouge garance, peu pratique et facilement repérable, laisse place à une nouvelle tenue, le bleu horizon. Ce choix ne fut pas anodin. Le bleu horizon, plus discret que le rouge garance d'avant-guerre, offrait un meilleur camouflage sur les champs de bataille boueux et dévastés. De plus, il était plus résistant et mieux adapté aux conditions difficiles des tranchées. Il faut dire aussi que la teinture chimique pour fabriquer le rouge garance, l'aniline, est fabriquée en Allemagne par BASF. Une fois les hostilités déclenchées, cette entreprise allemande cessa évidemment ses fournitures à la France. Une information surprenante mais piquante. La France achetait le colorant de synthèse pour ses uniformes militaires aux industriels de la nation ennemie. L'uniforme bleu horizon était distribué aux nouveaux conscrits, ce qui renforça l'expression « être un bleu ».
utilisé encore aujourd'hui. Il y a un véritable symbole de la Première Guerre mondiale, le casque Adrian, conçu par Louis Kuhn et commandé par le sous-intendant militaire Auguste Adrian, lointainement inspiré de la bourguignotte de la Renaissance, fit également son apparition. Il remplaça le képi, offrant une protection bien plus efficace contre les éclats d'obus et les balles. C'est à partir du milieu de l'été 1915 que les casques Adrian vont être massivement distribués. Ils sont utilisés pour la première fois lors de l'offensive de Champagne en septembre 1915. Fin 1915, quelques 3 125 000 casques équipent l'armée française. Plus de 20 millions ont été produits et ont servi aux soldats italiens, belges, russes, roumains, entre autres. Cette transformation de l'uniforme était une réponse aux réalités du conflit moderne des poilus. Poilus, non pas parce qu'ils ne se rasaient pas, mais parce qu'à cette époque, et même bien avant, désignait un homme courageux. C'est l'homme qui a du poil au bon endroit, pas dans la main. Avec l'arrivée des premiers gaz, les soldats ont été obligés de se raser pour que les masques soient efficaces. 22 avril 1915, la guerre a éclaté il y a 8 mois. Ypres, en Belgique, un champ de bataille capital du début de la Grande Guerre. Les deux grandes armées sont dans l'impasse. Les troupes allemandes vont déployer une arme secrète, totalement inédite sur le front. La première arme de destruction massive de l'histoire, qui influencera tous les conflits de l'ère moderne. Pour l'Allemagne, c'est le seul moyen de débloquer la situation et assurer la victoire. Les troupes alliées n'ont aucune idée de ce qui les attend. Le chimiste Fritz Haber convainc le chef d'état-major Erich von Fackenheim d'utiliser le chlore comme une arme. Mais ce plan se heurte à un obstacle. Les armes chimiques sont interdites par le traité international, le traité de La Haye, signé en 1899 par l'Allemagne et les grandes puissances de l'époque. Alors, comment l'Allemagne a-t-elle pu utiliser les armes chimiques? Il y a une faille dans le traité. Il interdit l'utilisation des gaz toxiques libérés par les obus de canon. Haber propose d'utiliser des bonbonnes de gaz. Le 22 avril, les forces allemandes placent en secret des milliers de bonbonnes de gaz chlorées autour d'Ypres. Plus de 160 tonnes de gaz, assez pour décimer les Alliés sur 6 km et demi. En face, les troupes n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ce soir-là, le vent a tourné et est propice à l'attaque. Les Allemands ouvrent les robinets de leurs 6000 bonbonnes de gaz. Ils s'échappent, poussés par la brise légère. En 5 minutes, un nuage mortel de 6 km et demi de large s'avance vers les lignes françaises. L'Allemagne venait d'ouvrir la boîte de Pandore. Arrivés sur les tranchées françaises, les soldats ne comprennent pas. Puis, la gorge et les poumons brûlent, empêchant de respirer. Certains s'allongent au fond de la tranchée. Un instinct de survie. Mais le gaz est plus lourd que l'air, leur faisant respirer encore plus de gaz. En quelques minutes, le gaz contamine 10 000 soldats. 5 000 sont tués. Les autres sont mis hors d'état de combattre. Certains arrivent à fuir ce nuage mortel, laissant le champ de bataille aux troupes allemandes, munies de masques à gaz, enfonçant ainsi les lignes de front de plus de 6 km. Sans le gaz, il aurait fallu des semaines de combat et de lourdes pertes. Ce succès surprend les Allemands eux-mêmes, avançant de plus de 3 km en 30 minutes. Mais avancer trop vite, aucune troupe pour soutenir le terrain pris. Ils ont dû battre en retraite. Au total, les Alliés ont perdu 60 000 hommes sur cette attaque. Partout dans le monde, l'Allemagne est montrée du doigt pour l'utilisation de l'arme chimique. Il ne suffira que quelques mois pour que tous les camps utilisent cette arme et bafouent le traité de La Haye. Quant à lui, Fritz Haber, ce chimiste juif allemand qui a ouvert les portes de l'enfer, obtiendra le prix Nobel de chimie en 1918 pour la synthèse de l'ammoniac. Il contribuera au développement des pesticides chimiques encore utilisés aujourd'hui, dont un deviendra le tristement célèbre Zyklon B, utilisé en masse pour le génocide juif et tzigane quelques années plus tard. Ypres et sa région étaient devenus un terrain d'essai pour l'Allemagne et les Alliés. Le dichlore, le phosgène, le diphosgène, jusqu'au célèbre gaz moutarde, appelé hypérite, en raison de la ville d'Ypres, en juillet 1917.
Le 30 juillet 1915 marqua un tournant macabre dans la Grande Guerre. Alors que les tranchées s'enfonçaient dans la terre à Vauquois, une nouvelle arme fit apparition sur le champ de bataille de Hooge, près d'Ypres, utilisant l'une des premières découvertes de l'humanité, le feu, avec une arme sortie tout droit des profondeurs de l'enfer, le lance-flamme. Les Allemands, pionniers en la matière, furent les premiers à déployer cet outil infernal. En lançant la première offensive, il est 3h30. Un soldat britannique voit un mur de feu s'abattre sur lui. Il témoignera. Le sol, devant nous, s'illumina d'une lueur rougeoyante. Un mur de flammes jaillit, dévorant tout sur son passage. Étouffé par la fumée et à moitié brûlé par les flammes, des hommes prenaient feu, leurs vêtements brûlés. Ils se changeaient en torches humaines, réduits en cendres en quelques secondes. Les cris de douleur étaient déchirants et l'odeur insoutenable, mêlant les senteurs de pétrole, de viande grillée, de fumée. C'était comme l'enfer sur terre. Peut-on imaginer la terreur des soldats alliés face à ce geyser de feu crachant l'enfer? Le choc psychologique était immense. Les hommes paralysés par des scènes d'horreur, pris au piège, étaient littéralement grillés vifs ou suffoqués sous la fumée toxique. Une nouvelle arme qui sème la panique dans les rangs des Alliés, fuyant les tranchées, devenant des cibles face aux mitrailleuses allemandes. Les Britanniques vont rapidement trouver le talon d'Achille de cette nouvelle arme. C'est une bombe à retardement. Il suffit de tirer sur la bonbonne de gaz, transformant ainsi le porteur en bombe, devenant un risque pour ses frères d'armes. Ces armes, bien que peu pratiques et dangereuses pour leurs propres utilisateurs, ont marqué les esprits et ont contribué à rendre la guerre encore plus atroce, augmentant d'un cran l'escalade de l'horreur. Les Alliés, eux aussi, développèrent rapidement leur propre lance-flammes, donnant naissance à la course à l'armement des plus macabres. Face à l'horreur de ces nouvelles armes, la course à l'armement s'intensifia de manière exponentielle. C'est dans ce contexte de rivalité technologique acharnée que, dès janvier 1915, le premier lord de l'amirauté, Winston Churchill, s'intéresse à une suggestion et en comprenne l'intérêt. Dessiné en premier par Léonard de Vinci, remis au goût du jour avec les nouvelles technologies, ce rêve de Moyen-Âge qui doit allier conception, puissance de feu et mobilité prend le nom de code de réservoir, le tank. Ce cuirassé terrestre, né ainsi à Londres, au sein de la marine britannique, sous la direction du Landship Committee, constitue pour ce faire dès février 1915. Little Willie est le premier prototype de char achevé dans l'histoire. Il sera un prototype de développement du char britannique Mark I, surnommé, lui, Big Willie, dont une maquette en bois sera présentée au comité le 15 septembre 1915 et un prototype appelé Mother effectue ses premiers essais le 2 février 1916 devant le roi et les hautes autorités gouvernementales. Le char est commandé à 100 exemplaires sous la dénomination Mark I. C'est le premier char d'assaut opérationnel. Il est destiné à soutenir les offensives de l'infanterie dans les tranchées. Les Britanniques engagent pour la première fois 49 chars le 15 septembre 1916 dans la Somme. Si l'apparition de ces monstres blindés exalte les Britanniques, elle provoque un impact psychologique réel sur les soldats allemands qui s'enfuient. Mais la plupart des chars tombent en panne, s'enfoncent dans des trous d'obus ou sont détruits par l'artillerie allemande. Conscients des déficiences du Mark I, les Anglais vont procéder à plusieurs modifications pour créer le Mark IV en 2 versions. Une mâle avec un canon et mitrailleuse, l'autre femelle qu'avec des mitrailleuses. 476 chars de ce type ont été utilisés par les Britanniques lors de la bataille de Cambrai en novembre 1917. À partir de juillet 1918, il fut progressivement remplacé par son successeur,
le Mark V, mais jamais complètement. La France va aussi développer des prototypes, sans réel intérêt, plus proches du tracteur agricole blindé que du char d'assaut. Il faudra attendre le char Saint-Chamond, offrant une meilleure visibilité que ses concurrents. La première utilisation eut lieu le 5 mai 1917, au Moulin de la Faux, lors de l'attaque sur les 16 Saint-Chamond, tous sauf un s'embourbèrent sur les premières lignes des tranchées allemandes. Et ce fut une scène qui, malheureusement, se répéta continuellement. Puis le Schneider CA1, avec sa première utilisation au Chemin des Dames en 1917. Ce premier engagement se solde par plus de la moitié des chars engagés détruits par l'artillerie adverse. Mais il a fallu compter sur le colonel Estienne, pionnier de l'aviation militaire, mais aussi père du char de combat français, qui préconisa un blindé léger construit en très grand nombre, afin de saturer les défenses ennemies. Le but était de franchir les réseaux de fils barbelés, puis de supprimer les nids de mitrailleuses ennemies, malgré le caractère chaotique du champ de bataille. Le char Renault FT-17 était né, avec seulement un conducteur et un tireur. Il fut créé avec deux nouveautés, la tourelle et le train de chenille. Engagé pour la première fois le 31 mai 1918 à partir de Saint-Pierre-d'Aigle, puis il fut employé en formation de plus en plus nombreuse et de plus en plus efficace, en compagnie des chars Schneider, CA1 et Saint-Chamond, restant jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918, date à laquelle il équipe 21 bataillons. Le char Renault FT fut le char de combat le mieux conçu de toute la guerre, à la fois efficace, économique et adapté pour la production industrielle de masse. Il joua un rôle prépondérant dans les offensives de 1918, au cours desquelles il reçut le nom populaire de char de la victoire. Il est considéré comme le père des chars modernes. Les chars FT furent utilisés jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne également va s'intéresser aux tanks, ayant entendu dire que les chars britanniques étaient performants en tout terrain. Avec le développement du Sturmpanzerwagen A7V, incluant un équipage de 18 hommes. Le 21 mars 1918, des A7V furent engagés pour la première fois à la bataille de Saint-Quentin. Les Allemands tentèrent une évolution, mais le développement avance lentement. Et le véhicule, baptisé Eddy, n'est prêt qu'à la fin du mois de juin 1918. Entre-temps, 240 exemplaires ont été commandés en avril. Mais les résultats décevants des essais, réalisés pendant l'été, mettent fin au programme. L'Allemagne n'y verra pas grand intérêt sur le champ de bataille. Tous les belligérants n'ont aucune doctrine d'emploi de cette nouvelle arme, sans y voir son intérêt pour certains, comme l'Allemagne, qui va changer d'avis quelques années plus tard. 1915 marque une escalade de la violence et des atrocités. Le conflit, initialement envisagé comme une guerre de mouvement, se transforme en guerre de position, caractérisée par des tranchées et des combats d'usure. Sur le front occidental, l'impasse règne. Les deux camps s'entretuent dans des combats acharnés. L'innovation technologique se fait sentir avec l'utilisation massive des gaz de combat, notamment lors de la bataille d'Ypres, marquant un tournant dans l'horreur de la guerre. Sur le front oriental, les Russes subissent de lourdes pertes face aux Allemands. Les Ottomans rentrent en guerre aux côtés des empires centraux et commettent le génocide arménien, une pire des atrocités du XXe siècle. L'Italie, elle, bascule du côté des Alliés. Au niveau maritime, la guerre sous-marine fait rage. Les Allemands adoptent une politique de guerre sous-marine à vue, coulant tout navire, y compris des navires civils. À l'arrière, les populations civiles souffrent de la guerre.
Les pénuries, la propagande et la mobilisation générale bouleversent profondément les sociétés européennes. 1915 est une année sombre de l'histoire. Les atrocités commises, les innovations technologiques au service de la mort et l'extension du conflit marquent profondément les esprits et annoncent une guerre totale.